Alors me voilà de retour. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. J'ai plein de vidéos à vous faire, donc je suis contente. Je n'ai pas pu vous en tourner, ou vous en monter, ou vous en mettre en ligne la semaine dernière, ni la semaine d'avant, parce que la semaine dernière c'était l'agrégation, et donc la semaine d'avant je révisais. Donc voilà. Je vais vous faire un book haul, une palle et la vidéo bilan d'aujourd'hui, mais je voulais aussi vous rappeler si jamais vous avez des questions, ce sont les derniers moments où vous pouvez m'envoyer vos questions pour le FAQ qui aura lieu bientôt. Je ne sais pas exactement quand, mais si jamais vous avez des questions, c'est maintenant. Après ce sera trop tard, ou pour un prochain, mais dans assez longtemps je pense, donc c'est maintenant. Donc je vais comme d'habitude vous faire un bilan où je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois de février, puis je vous ferai les statistiques du mois, et je vous parlerai des lectures communes à venir ce mois-ci. Voilà, sachant qu'il y en a une, c'est une supposition. C'est parti. Alors, le premier livre que j'ai fini au mois de février, c'est Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata. Ce livre était dans ma palle depuis longtemps, donc je me suis dit, vu qu'il est tout petit, on va le sortir, voilà, ça va faire une petite lecture comme ça. C'est l'histoire d'Eguchi, qui est un vieillard et qui va se rendre dans un espèce d'hôtel, si on veut, l'hôtel des Belles Endormies, maison des Belles Endormies, où en fait les vieillards dorment avec des jeunes filles nues. Drogué. Ouais. Alors déjà dit comme ça, vous comprenez qu'il y a un malaise ambiant. Enfin moi en tout cas je me suis sentie mal tout le long du livre. Il y avait des belles réflexions parfois sur la vieillesse, tout ça, puisque en fait Eguchi dit qu'il est pas encore un vieillard, donc pas encore au niveau des gens qui vont voir les Belles Endormies. Et en même temps, le lecteur a plutôt l'impression qu'il essaie de se convaincre qu'il ne l'est pas alors que clairement il l'est. Voilà. Mais donc il y avait quand même quelques petits beaux passages, mais sinon j'ai l'impression que toute la vie d'Eguchi se résume à la sexualité, que tout est rapporté à la sexualité. La question de la virginité des filles, ça m'a mis encore plus mal à l'aise si c'est possible. La fin m'a laissé perplexe. Voilà, en gros j'ai trouvé ça étrange. Je sais pas si c'était le meilleur livre pour commencer à lire Kawabata. Voilà, maintenant j'ai peur de lire autre chose de lui et de trouver ça tout aussi étrange. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'était bizarre. J'ai fait des chroniques pour la majorité de ces livres sur mon blog, donc si vous voulez en savoir plus, je vous en prie. Voilà. D'un côté je me disais qu'il fallait que j'aime ce livre parce que... je sais pas pourquoi. Parce que peut-être c'était beau en quelque sorte. Et d'un autre côté... Ensuite, j'ai révisé bien sûr pour l'agrégation et donc j'ai relu les œuvres du programme de théâtre qui était Sina de Corneille que j'ai lu en janvier, que j'ai relu en janvier. Et les autres étaient Boris Godunov, La Résistible Ascension d'Arthur Rouby et Richard III. Et donc le premier que j'ai relu c'est Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. La première fois que je l'avais lu, j'avais pas trop le contexte donc c'était un petit peu flou et voilà. Là j'ai plus profondément étudié l'œuvre pour être sûre d'avoir des exemples, tout ça. Finalement ce n'est pas ce programme qui est tombé. Donc j'ai aimé étudier cette pièce seule puisque ça me permet de mieux la comprendre, de fixer un peu des réflexions, de comprendre mieux le contexte aussi puisque en fait l'auteur écrit alors qu'il est en exil. Donc cette pièce lui permet en même temps de montrer le commencement des temps troubles puisque Boris Godunov a été destitué pour un usurpateur qui est devenu tsar, donc c'est la vérité historique dont je vous parle là maintenant. Pour un Dimitri qui était donc le nouveau tsar et qui a fait débuter les temps troubles, c'est-à-dire les temps de corruption, meurtre, etc. Et Boris Godunov avait commencé en quelque sorte ces temps troubles, il les avait anticipés en faisant assassiner Dimitri, enfant. C'est bizarre ce que je vous dis, mais voilà, en gros c'est ça. Boris a fait tuer le tsarevitch Dimitri pour être lui-même proclamé tsar, et un usurpateur qui se dit être Dimitri le destitue à son tour. Voilà. C'était vraiment bien, j'ai vraiment aimé étudier la pièce parce que ça m'a permis de voir tout un tas de choses, par exemple la figure du souverain. Boris est parfois, en fait, quand vous avez des noms comme ça, dans toute la pièce. Boris est parfois appelé Boris et parfois appelé le tsar, donc on se rend compte quand il endosse
le rôle de gouvernant et quand ce n'est pas le cas. Pareil pour Dimitri, il est d'abord appelé par son vrai nom, Grigory, puis par Dimitri, puis par l'usurpateur. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai aussi évidemment aimé comparer les différentes pièces et j'ai aussi appris beaucoup sur la Russie du coup, enfin sur au moins un temps de la Russie, puisque je ne m'y connais pas tellement et j'aimerais beaucoup en apprendre beaucoup plus et lire beaucoup plus de non-fiction sur la Russie, sur les tsars, tout ça. Donc voilà, c'était sympathique et j'avais jamais entendu parler de Boris Godunov avant le programme de la grille, donc pas mal. Ensuite j'ai fait une lecture commune avec Aurore et Christelle. Nous avons lu La Nuit des Temps de René Barjavel, c'est mon tout premier Barjavel. Alors en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'une expédition polaire et il trouve quelque chose sous la glace. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que moi-même j'en savais pas trop et heureusement parce que du coup j'ai encore plus apprécié la lecture en n'en sachant rien. C'était fascinant. Je pense que c'est le meilleur mot qui puisse décrire ma lecture. J'ai eu quelques petits soucis parce que parfois c'était peut-être un petit peu sexiste et un petit peu raciste et je me disais oh, ah, non, mais j'ai essayé de me concentrer sur ce qui était bien, c'est-à-dire le côté science-fiction du livre. J'ai adoré découvrir cette civilisation perdue, j'ai adoré l'histoire d'Eléa et de... je ne sais plus quel est son prénom. Païkan, voilà. J'ai adoré découvrir l'histoire d'Eléa et Païkan qui est vraiment une des romances les plus belles de la littérature, je pense. La fin était magnifique, enfin magnifique et en même temps tellement horrible. Voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment. Je me suis aussi pas mal attachée à certains personnages qui à première vue ne m'intéressaient pas du tout, notamment l'américain dont je ne me souviens plus le nom parce que je ne sais pas pourquoi les noms ne me restent plus depuis un certain temps. J'ai aussi aimé la relation qui se noue avec un autre personnage dans le livre, on va dire. Par contre, Simon, j'ai trouvé qu'il était assez vide et assez plat. Et j'ai trouvé que sa romance était complètement pas crédible du tout. Et voilà, j'ai pas du tout apprécié ce personnage. C'était peut-être censé être le personnage principal, mais voilà, j'ai pas tellement apprécié. J'ai aimé l'écriture de Barjavel, les images employées, les réflexions aussi sur notre monde, parce que faut dire quand même que ce livre parle beaucoup de nous en quelque sorte, même s'il parle d'une civilisation d'il y a très longtemps, tout ça, il parle quand même majoritairement de nous en tant que société, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'était passionnant, voilà. Il y avait même des moments où je me sentais transportée dans cette civilisation perdue et je me sentais bien et voilà. C'était beau. J'ai aussi fait une chronique si vous voulez en savoir plus. Ensuite j'ai relu La Résistible Ascension d'Arthur Ovide de Bertolt Brecht. Cette fois je l'ai beaucoup mieux comprise que la première fois, puisque la première fois quand je l'ai lu, en fait, pour vous donner une idée, c'est l'histoire d'Hitler mais transposée à Chicago dans les années 20. Il me semble que c'est dans les années 20. Oui, donc c'est bien Chicago et des gangsters. En gros, Arthur Roby c'est Hitler. Et c'est l'histoire de son ascension, qui est irrésistible parce que tout le monde aurait pu s'opposer à lui et personne ne l'a fait. Ne l'a fait de façon efficace, on va dire. C'était passionnant, enfin je trouve que c'est passionnant. J'ai beaucoup aimé la relire, j'ai beaucoup aimé l'étudier. J'ai aimé notamment une des scènes, celle chez Givola dans sa boutique de fleuriste. J'ai adoré cette scène parce que je pense que représenter dans un théâtre ça doit être fascinant à voir, les dialogues entrecoupés des personnages, ça doit être passionnant je trouve. J'adore l'avertissement final que je vais vous lire parce que voilà. Donc c'est l'épilogue, sachant qu'il n'y a aucun spoiler hein, parce que je vous le dis vraiment, c'est vraiment l'histoire d'Hitler. À la fin de chaque scène on a des panneaux qui nous expliquent en quoi ça peut être transposé avec l'histoire de l'ascension d'Hitler. Pour la première lecture c'était très utile d'avoir ces panneaux parce que je voyais pas forcément quel personnage était qui et à quoi ça correspondait. Mais à la deuxième lecture c'était beaucoup plus clair. Et j'ai aussi lu en partie la postface histoire de bien comprendre à quoi correspondait quoi. Et donc l'épilogue dit: apprenez donc à voir au lieu de rester béat et agissez au lieu de parler encore et encore. Sur le monde ça aurait presque imposé sa loi. Les peuples se sont montrés les plus forts, que personne ne triomphe trop vite toutefois. Le ventre est encore fécond d'où ça sort. Voilà, donc je trouve que c'est à la fois dérangeant, effrayant, frappant. Et voilà, j'ai bien aimé cette pièce. Du coup, je pense que je lirai d'autres livres de Brecht. Et comme je vous l'ai dit, cette pièce est bien mieux comprise à la deuxième lecture, je trouve. Je n'ai pas fait de chronique pour cette pièce, mais je peux vous dire que là encore, on peut tracer un parallèle avec notre société qui réagit pas forcément quand il faut et comme il faut à certaines ascensions, on va dire. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Heidi de Johanna. Alors,
je pense que c'est Spiri, je ne sais pas puisque cette personne est suisse, donc je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un classique que beaucoup de monde connaît. Je ne regardais pas le dessin animé quand j'étais petite parce que la vie d'Heidi ne m'intéressait pas du tout. Ça peut paraître méchant, mais c'est vrai, je ne m'intéressais pas du tout à la vie d'une petite fille dans les montagnes. C'est pas du tout mon délire quand j'étais petite. J'aimais pas trop les histoires comme ça de petites filles, princesses, tout ça. Moi je préférais les dragons et les histoires d'aventure, tout ça. Voilà. Mais je me suis dit, c'est l'hiver, c'est le dernier mois de l'hiver, profites-en. En plus tu as ce livre depuis longtemps dans ta palle, donc sors-le sinon tu ne le sortiras jamais. En fait j'ai gagné ce livre en même temps que les autres éditions de ce genre. J'ai les autres qui sont là par exemple. Donc j'ai aussi par exemple Anne of Green Gables, j'ai aussi Little Woman que vous avez vu en janvier. Et j'ai A Little Princess de Frances Hodgson Burnett. Je vais pas y arriver. Je vais y arriver. Ah mon dieu. J'ai réussi. Donc j'ai gagné ce box en 2017 il me semble. Oui. En 2017 et donc bah, Heidi est venue avec hein, vu qu'il était dans le box. Et je ne l'ai absolument pas envisagé de le lire alors que les autres oui. Donc je me suis dit il faut quand même que je le fasse. Et j'ai été très agréablement surprise. C'est l'histoire donc d'Heidi, qui est une petite fille qui va être déposée chez son grand-père dans les montagnes en Suisse et qui va vivre là sa vie de petite fille. Et il va se passer d'autres choses, mais je ne vais pas vous le dire parce que moi-même je n'étais pas au courant et ça m'a choquée. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a parfois émue aux larmes. J'ai adoré le grand-père, je me suis beaucoup attachée à Heidi, je me suis beaucoup attachée au décor, j'ai trouvé ça... Bon, j'avais tellement envie d'y être. Ça m'a donné envie d'aller dans les montagnes. C'était beau, c'était l'éloge d'une vie simple, on va dire, au milieu de la nature, avec les gens qui nous aiment. Il y avait une partie à Francfort que j'ai détestée de tout mon cœur, mais pas parce que c'était mal écrit ou quoi, parce que c'était cruel, j'ai trouvé, vraiment. Et aussi parce que c'est la partie où la religion commence à s'immiscer dans le livre, et là, c'est pour ça aussi que ce livre n'est pas un coup de cœur, parce que la religion prend une telle place dans ce livre, ça m'a dérangée, parce que pour Heidi, tout s'arrange parce qu'elle se met à prier Dieu. Non, 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 non. Voilà, c'est tout ce qui m'a dérangé. Sinon, c'était une belle lecture cosy, réconfortante, une petite couverture enveloppée autour de vous. Voilà, j'ai fait une chronique sur le blog, si vous voulez. Voilà, donc c'est une belle lecture. Mais j'avoue que la religion, c'était... Ah, mon Dieu, si ça n'avait pas été là, ça aurait été magnifique. J'ai ensuite relu Richard III de William Shakespeare. Donc le dernier livre de mon programme de théâtre de l'agrégation. C'était... encore mieux la deuxième fois, j'ai envie de dire, c'était passionnant. J'avais commencé à le relire en octobre, mais moi je l'avais pas fini du coup. Et j'avais commencé à noter le livre voilà, de partout, en analysant pas chaque phrase, mais quasiment, en analysant les dialogues et tout, et j'ai adoré. Alors, cette pièce, c'est surtout de la propagande élisabéthaine, ne nous le cachons pas, puisque Shakespeare donne une image de Richard III qui n'est pas forcément vraie historiquement, c'est-à-dire qu'il le présente vraiment comme un monstre. Ce qui était à l'avantage d'Elisabeth qui est une Tudor alors que Richard était un York. Donc c'était à l'avantage d'Elisabeth Ière. Voilà, c'est sans doute pour ça que l'image de Richard est aussi affreuse dans ce livre, sachant qu'elle est un peu nuancée par le fait que Richard est un être difforme qui est moqué à cause de sa différence physique et ce pourrait être en partie pour ça qu'il se venge de ses proches et de sa famille, voilà. Parce que bon c'est... fratricide, infanticide, tout ça, donc c'est très joyeux, très joyeux. Mais voilà, j'ai adoré parce que j'ai aussi appris beaucoup de choses du coup sur une partie de l'histoire anglaise que je ne connaissais pas. Je compte lire d'autres livres sur Richard III, histoire d'avoir une image plus proche de la réalité que ce monstre sanguinaire, parce qu'il faut dire quand même qu'il est souvent appelé diable, qu'on le compare à des animaux comme le sanglier ou la buse je crois. Le personnage de Richard est en fait plus complexe encore que ce qui est montré ici, alors que déjà là je trouve qu'il est assez complexe quand même si l'image première c'est celle du monstre. J'ai aimé aussi que ce personnage soit à la fois repoussant et fascinant parce que le lecteur le déteste d'un côté et en même temps peut pas s'empêcher de le trouver tellement intelligent et tellement oui fascinant, c'est le cas de le dire, puisqu'il manipule absolument tous les personnages et en fin de compte le lecteur peut lui aussi se laisser manipuler, alors même que dans l'Incipit, quand on découvre Richard pour la première fois, il est clair que ce n'est pas du tout quelqu'un de bien et que le lecteur est censé être repoussé par lui. Et pourtant, il est tellement manipulateur et intelligent, oui, que le lecteur ne peut pas s'empêcher de tomber sous son charme à un moment donné. La scène avec Anne prouve bien que même les pires détracteurs de Richard peuvent devenir ses meilleurs alliés.
Et voilà, c'était très bien. Enfin, toutes les pièces de Shakespeare, je pense, gagnent à être analysées, mais celle-là peut-être encore plus. Et du coup, j'ai très envie de continuer à lire Shakespeare. Et je pense que je vais acheter les éditions originales Arden Shakespeare. J'ai un peu de mal à comprendre Shakespeare en VO, je dois l'avouer, parce qu'ici c'est une version traduite, puisque pour l'agrégation il fallait lire cette version-là. Mais je vais quand même persister et tenter de continuer à le lire. Voilà. Je n'ai pas non plus fait de chronique, mais peut-être un jour. Ensuite, j'ai lu... Bon, alors j'ai lu plusieurs de ces livres en même temps. Et vous allez comprendre quand vous allez voir le bouquin. J'ai lu l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber dans cette nouvelle édition qui comprend les livres de 1 à 11 et les suppléments. Donc il y avait des parties que j'avais déjà lues parce que j'ai déjà l'Encyclopédie du savoir relatif dans la version poche qui est sortie il y a très longtemps. Et j'ai aussi la nouvelle Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et voilà, il me fallait quand même cette édition parce qu'elle est trop belle et parce qu'elle est classée par roman. Donc il y en a que j'ai pas encore lu, donc il y a des choses que j'avais pas encore... je savais pas encore, mais comme j'ai déjà lu les précédentes encyclopédies, il y avait quand même pas mal de répétitions, mais en même temps c'est pas plus mal parce que la répétition fixe la notion, et donc plus on lit des choses, même si on les a déjà lues, et plus ça se fixe dans notre esprit. Voilà. Ce livre était génial. Je vous conseille pas de le lire d'un coup, parce que moi je lis toujours le livre d'un coup, mais c'est pas forcément la meilleure option, puisqu'à partir d'un moment ça se répète quand même. C'est fascinant, ça parle de plein de choses. C'est un peu comme les miscellanées de Monsieur Schott, c'est tout un tas de choses différentes. Par exemple, si j'ouvre là, j'ai le cerveau gauche et les délires du droit, civilisation d'Arapa, Lemmings, Apollon, Taj Mahal, civilisation des géants, apocalypse, violence, Arès, angoisse. Voilà, vous avez tout un tas de choses différentes. Vous avez de la mythologie, de la science, vous avez des recettes aussi. Vous avez des choses ésotériques, on va dire. Voilà, c'était passionnant. Et du coup ça vous donne encore plus envie de lire les romans dont est tirée l'encyclopédie, on va dire. L'auteur nous fait une petite préface en nous expliquant qu'en fait ce livre c'est des années de... pas de recherche tellement mais d'anecdotes un peu assemblées ça et là. Quand il entendait quelque chose d'intéressant il le notait tout de suite. Et donc en fait toutes ces notes sur tout un tas de sujets différents ça a donné l'encyclopédie. Et je trouve ça fascinant. Voilà, donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup révisé entre guillemets et j'ai trouvé que c'était très diversifié. Voilà, donc je vous recommande fortement ce genre de choses si vous aimez apprendre des choses pas forcément utiles mais toujours intéressantes. Ensuite, j'ai lu Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. C'est le premier tome d'une série qui se passe à l'époque du cardinal Richelieu, donc à l'époque de Louis XIII, en 1633 il me semble, oui, en 1633 à Paris. Et le petit twist, c'est qu'il y a des dragons dans cette histoire, donc c'est de la fantaisie historique. Alors, j'ai un avis assez mitigé sur ce premier tome parce que j'ai trouvé que la première partie était un peu trop longue. C'est exclusivement l'introduction des personnages, la présentation des personnages plutôt, anglicisme, bravo. La présentation des personnages et j'ai trouvé que c'était très long. J'ai eu énormément de mal à m'attacher à ces personnages justement parce que on les présentait par petits chapitres et... Voilà, ça passait peut-être trop rapidement, je sais pas. Il y en a certains que je confondais aussi, par exemple Leprat et Saint-Loup. J'arrêtais pas de les confondre et ça m'agaçait fortement. Voilà, donc j'ai eu du mal, j'ai trouvé qu'ils étaient trop rapidement présentés. Et qu'en même temps c'était trop long, ce qui peut être un petit peu bizarre, mais les chapitres étaient trop courts et la présentation était trop longue. Voilà, du coup ça a retardé l'action pour moi. J'ai quand même fini par m'attacher à certains personnages, par exemple Agnès ou Marciac, je sais pas ce que ça se dit comme ça. Mais... le problème, je pense, de ce livre, c'est que j'ai deviné absolument tous les rebondissements qui devaient avoir lieu. Ce qui fait que je n'étais jamais surprise. Ce qui m'a un peu déçue, parce que j'aime beaucoup être surprise par mes livres. J'ai aimé donc l'époque, j'ai peut-être aussi un problème avec l'écriture de l'auteur. Peut-être que c'est aussi ça qui m'a empêché d'accrocher pleinement. Et dernier petit reproche, je pensais que l'aspect fantasy serait beaucoup plus développé par rapport à l'aspect historique. Parce que là, on voit surtout l'aspect historique en fait. On voit pas tellement de dragons. À la fin, oui. Du coup, j'espère que dans le deuxième tome et dans le troisième, ça se développe encore plus et qu'on voit encore plus de dragons. C'est aussi assez confus. Comme je vous dis, j'ai confondu des personnages. C'était confus aussi parce que j'ai pas compris au début qu'il fallait clairement distinguer les intérêts de l'Espagne et ceux de la Griffe Noire. C'était bizarre. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas tellement envie de vous spoiler quoi que ce soit. J'ai envie de vous laisser la surprise. Mais voilà, les dragons sont pas vraiment les dragons qu'on imagine. Voilà, je sais pas, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Donc j'attends beaucoup plus pour le deuxième tome.
Ensuite, j'ai lu Dictionnaire amoureux des reines d'Evelyne Levert. Alors j'étais censée lire ce livre sur toute l'année et finalement ça m'a tellement passionnée, j'ai eu tellement envie d'en savoir plus que je l'ai fini ce mois-ci. Voilà, donc j'ai mis tout le mois pour le lire il me semble. Hein. Oui, du 2 au 21, donc pratiquement tout le mois. Et c'était très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur différentes reines. Donc ça j'ai beaucoup aimé. On apprend beaucoup de choses sur des reines déjà connues, sur des reines moins connues, sur des reines pas connues du tout. Par exemple Charlotte, impératrice du Mexique, je suis désolée mais moi je connaissais pas du tout. On nous explique aussi ce qu'est le Gotha. Ce qui est intéressant parce qu'on entend souvent ce mot mais c'était pas forcément évident ce à quoi ça faisait référence. J'ai aimé aussi que l'auteur ne classe pas les reines par rapport à leur prénom parce que sinon ça aurait été très rapidement une liste de reines alors que là c'est plus... elle essaie de les éparpiller un petit peu j'ai envie de dire donc c'est un peu mieux. Et voilà. Donc j'ai découvert beaucoup de choses et appris beaucoup de choses. Le seul reproche que je peux faire à ce livre c'est peut-être de se répéter parfois. Peut-être la façon de présenter certaines reines mais peut-être l'époque de la reine en question qui a fait ça. Surtout Christine de Suède par exemple. Et dernier reproche peut-être le manque de diversité parce que ce livre est surtout concentré sur les reines d'Occident. Donc les autres, voilà. Donc c'est le dictionnaire amoureux des reines mais d'Occident. J'ai tout de même beaucoup aimé parce que ça nous permet de voir le côté féminin de la royauté on va dire. Puisque bon souvent on parle des rois par exemple. Je me suis rendu compte qu'en histoire on n'avait jamais évoqué de reines. Si ce n'est pour les bafouer entre guillemets. Parce que bon... Et j'ai aussi trouvé, dernier reproche, j'arrête pas de faire des reproches à ce livre, en vrai je l'ai beaucoup aimé hein, mais... les illustrations sont parfois très étranges parce qu'elles sont en noir et blanc. Et je sais pas, des fois ça donne une impression étrange je trouve. Mais enfin bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses. Et depuis, enfin ce livre m'a donné énormément envie de regarder The Crown. Donc depuis j'ai regardé et j'ai adoré cette série. Voilà, que je vous recommande bien sûr. Il nous reste 2 livres. Le premier c'est Le Lièvre de Vatanen d'Arto Passilina. Alors c'est l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Vatanen et qui était, je ne sais plus exactement où, à la campagne on va dire, dans la campagne finnoise. Il va rentrer à Helsinki avec son ami photographe et en fait sur la route il heurte un lièvre, un levreau, un petit lièvre. Et Vatanen va donc sortir de la voiture pour aller voir si le lièvre va bien. Et il décide de s'enfoncer dans la nature et de vivre une vie tout à fait différente. Alors, encore un livre pour lequel mon avis est mitigé malheureusement. J'ai aimé l'idée de changer complètement de vie, de voir différentes façons de vivre, de se rapprocher de la nature. J'ai aimé l'amitié entre le lièvre et l'homme. J'ai aimé les paysages, découvrir un petit peu la Finlande que je connais absolument pas, que ce soit au niveau culture ou au niveau paysage, tout ça. J'ai aimé cette idée de liberté, tout ça, et la fin, j'ai beaucoup aimé la fin aussi, avec le jeu de l'auteur, le fait que la liberté ne puisse pas être entravée, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a des choses qui m'ont vraiment pas plu du tout, notamment certaines scènes avec des animaux, quand Vatanen tue des animaux. Non, non. Pas du tout, non. Parce que c'était une violence qui pour moi n'était pas du tout nécessaire. Et c'était cruel, la première en tout cas est très cruelle. La deuxième ça devient une histoire d'honneur ou de fierté tout ça, mais de fierté pour moi très mal placée. Donc voilà. En fait j'ai relu le synopsis après coup. Et c'est écrit, il invente un genre, le roman d'humour écologique. Alors, pour écologique, oui, mais peut-être pas tellement, vu ce qui se passe à certains moments. Et pour humour, alors le problème c'est que je n'ai pas tellement ri en lisant ce livre. C'est-à-dire que c'est censé être hilarant du coup je suppose. Mais ça ne m'a pas fait rire. Si à certains moments peut-être, grâce au lièvre surtout. Mais sinon, pas tellement. Et je me suis rappelé que j'avais lu un autre livre d'un auteur scandinave on va dire. J'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson qui était censé être hilarant, super drôle tout ça. Et j'ai trouvé ce livre très très lourd et j'ai pas du tout aimé. C'est un des livres que j'aime le moins. Voilà. Donc je me suis dit que peut-être ce genre d'humour n'était pas fait pour moi. Parce que c'est exagéré et donc ça ne me fait pas rire du tout. Et j'ai aussi trouvé que l'écriture était très sèche. Je ne sais pas si c'est à cause de la traduction ou si l'auteur écrit effectivement comme ça, mais c'était... Bah, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune profondeur psychologique au personnage de Vatanen. Voilà. Donc finalement un peu déçue. J'aime l'idée et les réflexions, mais le reste, non. Voilà. Déçue. J'ai aussi fait une chronique sur le blog.
Et enfin le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Gardien des cités perdues, tome 2, Exil de Shannon Messenger. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome, que j'ai lu l'année dernière, je ne me souviens déjà plus quand on m'a applaudi. Alors pour celui-ci, je vais d'abord commencer par ce que j'ai aimé. J'ai fait une chronique sur le blog d'ailleurs que je viens de poster, donc si vous voulez aller voir, je vous en prie. J'ai beaucoup aimé l'univers parce que je trouve que c'est vachement intéressant, j'aime les décors. J'ai aimé en découvrir plus sur le monde en général des elfes. Par exemple, découvrir Exil, c'était sympa. J'aime beaucoup le personnage de Kif et j'adore le personnage de Dex. Alors ces deux personnages là, vraiment j'adore. J'ai aimé aussi qu'il y ait cette créature qu'on appelle une alicorne. J'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait voilà, différentes créatures mythologiques et qu'on reprenne certains mythes, tout ça, je trouve ça intéressant. J'ai aimé l'exploration du monde, j'ai aimé la magie, j'ai aimé les parties qu'il y avait à l'académie de Foxfire et j'ai aimé la fin qui était très réconfortante, très douce, très chaleureuse on va dire. Et voilà, j'ai aimé parfois l'amitié qu'il y ait des personnages, mais je vais pas dire que ce tome est une déception, mais il y a certaines choses qui m'ont agacée et j'ai peur pour la suite de la série. Parce que je n'ai pas envie de retrouver ces choses-là dans le tome suivant. Alors, les choses qui m'ont agacée. D'abord, Sophie. Sophie m'agace beaucoup parce que elle fait des choses, je ne comprends pas pourquoi elle les fait. Je ne comprends pas certaines façons de réagir qu'elle a. Soit elle se plaint, soit pour des choses qui sont pour moi insignifiantes. Mais bon. Soit elle ment. Et ça m'agace beaucoup aussi. Soit elle considère qu'elle n'est pas suffisante, enfin, qu'elle n'y arrivera pas de toute façon. Mais elle ne demande pas d'aide. C'est le problème. Voilà, et c'est aussi... donc après je peux très bien la comprendre, hein, le fait qu'elle ait la pression et tout ça. Mais pour autant, voilà, elle m'agace. J'aime beaucoup le trope de l'élu. Vraiment, j'adore cette figure. Mais là ça m'agace parce que dès que Sophie a un nouveau pouvoir, elle sait tout de suite comment l'utiliser. Évidemment, elle n'a pas besoin d'entraînement, elle n'a pas besoin en gros d'aller à l'école, clairement. Parce qu'elle sait tout de suite comment faire. Voilà, en plus elle a 12 ans. Donc c'est normal parfois qu'elle soit agaçante parce qu'elle a 12 ans je suppose. Mais le fait qu'elle soit quasi invincible et qu'elle soit élue et que le monde dépende d'elle à 12 ans. Alors après on peut me dire oui mais Harry Potter c'est pareil et tu adores Harry Potter. Oui, mais je ne suis pas objective pour Harry Potter. Harry Potter c'est la série de ma vie, c'est la série de mon enfance. Je ne peux pas en vouloir à Harry Potter d'être qui il est. Mais je dis pas que j'en veux à Sophie, mais je sais pas, ça m'agace, voilà tout simplement. Et j'espère que ça ira mieux dans les tomes à venir, parce que moi en fait je voulais simplement qu'elle demande de l'aide et qu'elle ait une équipe autour d'elle et qu'elle ne soit pas seule. Parce que là, concrètement, elle demande d'aide à personne et elle ment à tout le monde et elle décide que elle doit le faire seule, alors qu'elle-même pense qu'elle ne va pas y arriver seule. Je trouve aussi qu'il y a certaines choses un peu commodes, un peu faciles, et voilà. J'aimerais que dans Laïa, il y ait plus de personnages qui meurent, parce que c'est la vie. Sinon, autre chose que j'ai beaucoup aimé, j'ai oublié d'en parler, la représentation de la mort est très très belle je trouve. Très triste mais très très belle. Voilà, je ne sais que vous dire de plus. Ah, j'ai détesté le personnage de Fitz dans ce livre, vraiment. Mais alors détesté de tout mon cœur, c'était violent. Donc voilà, j'espère que la fin promet un tome 3 encore meilleur. Parce qu'on voit une espèce d'équipe se former et que j'adore les... Je pense que vous le savez depuis, j'adore les groupes, les groupes soudés, l'amitié entre enfants ou adultes d'ailleurs. Quoi que ce soit, les groupes d'amis, j'adore. Donc je pense que ça va être encore mieux dans le tome 3. Je ne suis pas vraiment déçue par ce tome 2, j'ai quand même vachement apprécié. Et voilà, c'est le livre que j'ai lu pendant l'agrégation aussi, donc bon, il a une petite part de sentimentalisme on va dire. Voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite quand même. J'ai aussi fait donc une chronique, je vous l'ai déjà dit ça, je me répète. Alors on va passer au bilan du mois. Alors les meilleurs de ce mois-ci, ce sont, on va y arriver, La Nuit des Temps de René Barjavel. D'ailleurs merci les filles de l'avoir lu avec moi, c'était super sympa d'échanger avec vous, franchement c'était top, j'ai beaucoup aimé. Et Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, parce que j'adore apprendre de nouvelles choses, donc voilà. C'était les meilleurs et pourtant je n'ai eu aucun coup de cœur pratiquement, à part celui-là, mais comme je vous l'ai dit, il y a quelques répétitions, donc c'était pas un coup de cœur plein on va dire. Donc j'ai pas vraiment eu de coup de cœur énorme ce mois-ci. Même si j'ai fait des bonnes lectures. Ce qui est un petit peu perturbant. Le fail du mois,
C'est Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata parce que je m'attendais à beaucoup aimer, à trouver quelque chose de tendre et tout ça. Et en fait, bah non, pas du tout. La surprise du mois, c'est Heidi parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer ce livre. Mais tellement pas. Bien sûr, je l'aurais gardé quand même parce que cette édition est très belle et que ça aurait fait un trou dans le box, ça aurait fait très bizarre. Mais voilà, je suis contente de l'avoir aimé, malgré, comme je vous l'ai dit, la trop grande place de la religion. Et la déception. J'hésite entre les deux, soit le livre de Vatanen d'Arto Passilina, soit Les Lames du Cardinal. Je peux pas vraiment... Enfin, c'est une déception, mais en même temps je m'attends à mieux pour la suite. Je pense que la suite sera encore meilleure, donc peut-être le livre de Vatanen du coup. Je ne sais pas trop. Alors, en fin de compte, j'ai lu 11 livres ce mois-ci, ce qui est plutôt bien, vu que je pensais ne pas lire beaucoup. J'en ai acquis 10. J'ai lu 9 fictions, dont 6 romans. Alors les 6 romans, c'est 2 contemporains en science-fiction, un classique et 2 fantasy fantastiques. Voilà. 3 pièces de théâtre, qui sont toutes des classiques. J'ai lu 2 non-fictions, qui sont 2 dictionnaires encyclopédies, un historique et un fourre-tout, on va dire, puisque je ne sais pas trop dans quoi classer l'encyclopédie du savoir relatif absolu. J'ai lu 3698 pages, ce sera sans doute mon plus petit mois de l'année. Mais ça se comprend puisque j'ai pratiquement pas lu la semaine dernière. J'ai fait une lecture commune. J'ai commencé 2 séries, Heidi, je ne savais pas, alors, je ne savais pas du tout qu'Heidi était une série, je pensais que c'était un livre tout seul. Donc découvrir que c'était une série, j'étais là, ah, bon, bah on va lire la suite. Et j'ai aussi commencé, donc la deuxième série, ce sont Les Lames du Cardinal. J'ai continué une série, Gardien des Cités Perdues, et je n'en ai terminé aucune. Ah, il va falloir arranger ça dès le mois prochain. J'ai lu 4 livres qui faisaient partie des pales annuelles. Il y avait Les Lames du Cardinal qui était dans la palle de Manon Fargeton, Gardien des Cités Perdues qui était dans la palle de Salomé, La Nuit des Temps qui était dans la palle des abonnés, c'est donc le premier livre que j'ai lu dans votre palle. Et c'était une réussite, bravo. Et Dictionnaire amoureux d'Ariane qui était un livre dans la palle de ma sœur. Voilà. Donc, voilà pour ce bilan. Et les lectures communes du mois prochain. Les premières sont le tome 2 et le tome 3 de The Infernal Devices, donc Clockwork Prince et Clockwork Princess en français. Ça s'appelle The Mortal Instruments et les origines. Le tome 2 c'est Le Prince Mécanique et le tome 3 La Princesse Mécanique. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Mais du coup je compte le lire. Et je vais lire ces 2 livres avec ma sœur normalement. Donc je sais pas si on va lire les 2 tomes ensemble ou si on va lire que le 2e tome. Mais j'ai bien l'intention de lire toute la trilogie d'un coup en fait. Parce que sinon je pense que je vais encore mettre 300 ans à la lire. Donc voilà. On va essayer de lire ça d'un coup. Ensuite j'ai The Wheel of Time tome 1, The Eye of the World. Donc La Roue du Temps tome 1, L'œil du monde de Robert Jordan. Donc je vais encore commencer une série comme vous pouvez le constater. Je vais lire ce livre en lecture commune avec Bradley Horner sur Goodreads, vous pouvez le trouver, il lit énormément, c'est impressionnant, donc je pense que lui va continuer à lire les livres d'un coup, et moi je vais avancer lentement. Et Aurore va aussi se joindre à nous pour cette lecture commune. J'ai hâte, ce livre est gigantesque et j'ai très peur. Après je me dis que c'est de la fantaisie, donc ça devrait aller. J'ai quand même très peur parce que si je n'aime pas... Non, parce que ce livre je l'ai depuis longtemps, il m'a été recommandé par une copine sur Goodreads et j'ai peur en fait de pas aimer. Parler des cartes. Je sais aussi que cette série fait 14 tomes et que les 3 derniers ont été écrits par Brandon Sanderson parce que l'auteur est mort entre temps. Et je sais aussi que les tomes du milieu sont un peu plus lents apparemment, à partir du tome 4 je crois. Tome 4, 5, 6 apparemment c'est plus lent. Vu la taille des livres j'ai peur. Mais voilà, on va dire que je suis à moitié confiante et à moitié terrifiée. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. J'ai lu plusieurs fois l'arrière, mais ça ne m'aide pas, on va dire. Je sais juste que c'est de la fantasy et que c'est une très grosse série qui est aimée par beaucoup de gens qui aiment la fantasy. Donc, on va dire que je fais confiance. Et le dernier livre que je voudrais lire en lecture commune, c'est le Peut-être. Je voudrais le lire avec Gina. Donc Gina, si tu me vois actuellement, dis-moi si tu es d'accord pour lire ce livre en mars. Parce que j'ai très envie de le lire, voilà. C'est Ship of Magic, le premier tome de The Life Ship Traders, c'est-à-dire Les Aventuriers de la Mer, intégrale tome 1.
Le vaisseau magique, je crois que c'est ça. Ou alors c'est juste intégral tome 1 des Aventuriers de la mer. C'est la deuxième trilogie de Robin Hobb dans son énorme série The Realm of the Elderlings. J'ai très envie de continuer parce que je me dis qu'il ne faut pas que je m'arrête en si bon chemin. L'année dernière j'ai lu The Fourth Year Trilogy en entier. Donc j'ai bien l'intention de lire The Life Ship Traders en entier cette année. Voilà. Et en même temps, je pense que si je commence à lire cette trilogie, je vais pas réussir à m'arrêter. Et j'ai énormément de séries en cours, et donc ça craint. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez lu en février, si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!